Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on est content d'apprendre que le ministre de la Santé a dit que les soignants entendent des mesures concrètes. Il vient peut-être de le réaliser. Moi, j'ai discuté avec un médecin hier de l'hôpital Bichat qui me racontait qu'ils arrivaient dans le mur. On est à un point de non-retour pour les soignants assez terrifiant. Bref, bonjour à toutes et à tous. Mercredi 24 mai, nous allons débattre et commenter l'actualité aujourd'hui avec Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Bonjour Jean-Baptiste. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et vous êtes également éditorialiste sur Sud Radio tous les mercredis matins. Bonjour à vous. Et Jacques Miard, l'immense Jacques Miard, qui est avec nous. Maire... 1m60 partant de dilatation forte. Maire LR de Maison Lafitte, immense par le talent. Ave, cher Jacques, on va parler de cette violence contre les élus, la perte de l'autorité de l'État et la violence d'une manière générale. Hier, on n'a pas eu le temps de parler de Marseille, de cette fusillade, et puis aussi toutes ces affaires autour de la conduite sous l'emprise des drogues. On va essayer de traiter tous ces sujets aujourd'hui avec vous. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Samuel, c'est vous qui allez commencer. Ça concerne un doc dans lequel vous étiez mis en cause, un document sur France 5 sur l'affaire Lola. Oui, ce document qui s'appelle La Fabrique du mensonge. La Fabrique du mensonge, sur le meurtre de la terrible de la petite Lola, vous a fabriqué un mensonge indigne, promu sur le service public avec vos impôts. Chers auditeurs de Sud Radio, il faut que vous en soyez conscients, chers Français. C'est vous qui payez pour ce mensonge. C'est vous qui payez pour vous faire insulter. Et il n'y a même pas eu un mot sur l'essentiel. Car l'essentiel, la vérité terrible, c'est que ce meurtre aurait pu être évité. Il aurait dû être évité. Et que les agressions, les meurtres d'aujourd'hui et de demain peuvent être évités et doivent être évités. Mais par idéologie, par lâcheté, rien n'est fait pour protéger les Français. En résumé, ce que vous dit ce reportage, c'est que dénoncer un meurtre, c'est mal. Il vous dit également que l'immigration massive n'existe pas et n'a aucun lien avec la sécurité. Pour ces gens-là, c'est la dénonciation d'un meurtre qui est un problème, pas le meurtre lui-même. C'est ignoble, quelle honte pour le service public. Et dans le débat qui suit, j'ai presque terminé, sur le plateau, le nom de Lola est à peine prononcé. Elle a déjà disparu. Non, plutôt que de parler de ce meurtre ignoble, le service public, avec vos impôts, blablate sur un prétendu djihad blanc et sur l'ultra-droite. Mais dans quel monde parallèle vivent ces gens-là? Ils trouveront toujours un prétexte pour vous faire censurer. Ils trouveront toujours un prétexte pour vous faire taire. Ne vous laissez pas manipuler. Alors, vous avez été mis en cause parce que vous aviez, avec Reconquête, pris position et c'est là-dessus. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a vu. Non. Mais ce qui s'est passé, juste un mot là-dessus, effectivement, on avait sonné l'alerte avec plusieurs membres de Reconquête. Et personnellement, j'avais beaucoup participé à ça. Parce qu'on vous accusait d'avoir effectivement récupéré, fait de la récupération politique sur cet assassinat. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où est arrivé ce terrible meurtre, très peu de gens en parlaient. On a alerté grâce aux réseaux sociaux, en fait, c'est pas seulement chez Reconquête. C'est énormément de Français qui ont été choqués par ce meurtre. Et honnêtement, c'est ça que je dans soulignais. tous les spectres, dans toutes les parties politiques, en fait. Les Français se sont dit, mais on a une petite fille, ça pourrait être ma fille, ça pourrait être votre fille, ça pourrait être un enfant qu'on connaît. On se met à la place des parents. Et il y a une énorme émotion qui est apparue. Le politique n'a pas répondu tout de suite. Et à un moment, un prétexte a été cherché pour faire taire cette émotion populaire. Oui, mais Alexis, c'est la manipulation politique qui se dénonce visiblement. Alors, j'ai pas vu le reportage, mais c'est vrai que il n'y avait pas un camp en particulier. C'est quelque chose qui a choqué l'ensemble des Français, le meurtre atroce de Lola. Et c'est vrai que le dénoncer, parler ensuite de l'insécurité, parce que c'est quand même pas anodin ce qui s'est passé en pleine rue, en pleine journée dans la capitale. Et derrière, effectivement, il y avait une volonté de faire taire l'indignation, d'expliquer que non, finalement, tout va bien, c'est un fait divers comme un autre, passons à autre chose. Il y a vraiment
un déni par rapport à la violence globalement, par rapport à l'insécurité aussi. Et là, c'est pas une affaire de récupération politique. Je pense que c'était vraiment un scandale, une indignation collective par rapport à cette violence et ce meurtre ignoble. Difficile de commenter dans la mesure où on l'a pas vu, où on l'a pas vu. Jean-Baptiste Moreau, vous, c'est un coup de gueule. Ouais, ou un coup de cœur, je sais pas, pour mes collègues éleveurs. Alors je devance les trolls de Twitter. Oui, effectivement, retournez dans votre ferme. Effectivement, je retourne dans ma ferme, je remets mes bottes. Non, voilà. Effectivement, je suis en train d'arrêter mon activité d'éleveur, mais pas parce que je suis pas passionné. Je serai éleveur jusqu'à ma mort. Je pense, je suis né dedans parce que mon père l'était, mon grand-père l'était. Voilà, je suis en train d'arrêter parce que d'abord j'ai installé un jeune qui est très compétent et qui fait le boulot très bien, et d'autre part sur une exploitation agricole d'éleveur bovin où mon père a tiré un salaire avec son associé dans les années 90. Aujourd'hui, c'est quasi impossible de tirer 2 salaires sur l'exploitation telle qu'elle est aujourd'hui, donc il faudrait réinvestir. Voilà, enfin, je vais pas raconter ma vie, ça a un peu d'intérêt, mais ça explique pourquoi je ne suis plus éleveur et c'est pas, enfin, je suis factuellement je le suis encore pour le moment, mais je ne vais plus l'être, mais c'est pas par manque de passion ou par désintérêt ou parce que ça gagne pas assez. Effectivement, ça gagne pas beaucoup, ça je confirme, mais c'est un métier de passion et je le continuerai jusqu'à la retraite si j'avais les conditions pour le faire. Mais je pense que je peux être plus utile à cette cause ici sur le plateau de Sud Radio ou dans les ministères, dans le travail de consultant que je fais aujourd'hui pour la ruralité et pour l'agriculture et pour l'élevage, voilà. Et donc un gros coup de cœur pour mes collègues éleveurs qui sont assaillis de toutes parts depuis pas mal de temps déjà, mais alors là cette dernière semaine ça a été le pompon, le bouquet, tout ce que vous voulez, avec un rapport de la Cour des comptes qui vous explique qu'il faut diminuer l'élevage en France, qui se base en plus sur des chiffres de la PAC totalement faux, c'est-à-dire qu'il explique que l'élevage bénéficie de 4 milliards d'euros de la PAC, ce qui est faux. Les aides directes sur l'élevage, c'est 600 millions. Les 4 milliards, c'est les aides de la PAC effectivement que touchent les éleveurs, mais qui sont liés aux surfaces. Donc s'ils ont plus d'élevage demain, mais qui sont encore agriculteurs sur ces mêmes surfaces, ils toucheront la même somme. Donc c'est une fabrique de fake news, ce rapport, c'est n'importe quoi. D'abord, je veux dire que la Cour des comptes s'occupe des comptes. Déjà sur les chiffres, ils sont faux. Alors en plus, quand ils vous parlent d'environnement et d'agriculture, je vous raconte même pas les âneries qu'on peut lire dans ce rapport globalement. Enfin, c'est du grand délire. Et ça s'ajoute à un agronome dans le journal Sud-Ouest ce matin qui a formé, ou plutôt je devrais dire déformé, des générations d'agronomes à l'INAPG à Grignon, qui explique qu'il y a des antibiotiques dans la viande, alors que c'est complètement faux. Les plans éco-antibio qui avaient été développés à l'époque par Stéphane Le Foll, c'est 50% d'utilisation des antibiotiques en moins en 15 ans dans l'agriculture. Il y a quasiment jamais de problème d'antibiotiques dans la viande, c'est faux, et il fait une interview, il raconte quasiment que ça, que les consommateurs consomment de la viande avec des antibiotiques. Ça s'ajoute aux activistes pour le climat auxquels on donne des tribunes entières pour parler d'agriculture, qui connaissent pas le début du commencement, qui n'ont jamais mis une paire de bottes, ni même vu une vache en vrai. La jeune, oui, elle et d'autres. Enfin, je veux dire, ils font des heures et des heures de médias. Ils reposent leurs argumentations sur du vide absolu. Ils n'ont aucune compétence scientifique, ils n'ont aucune compétence, même connaissance pratique du terrain, et ils vous font la leçon et ils vous expliquent qu'ils vont venir évangéliser le bon vieux rural qui est un crétin et qui vote à l'extrême droite. En plus, même elle a fait Sciences Po, elle devrait au moins être bonne sur l'analyse des sciences politiques, et même là elle se plante puisque les agriculteurs globalement votent plutôt à droite, mais votent pas spécialement Reconquête ou Marine Le Pen, mais votent LR, et les retraités, c'est ceux qui votent le plus Macron, et ils sont plus présents en campagne. Donc elle raconte, même politique, même là où elle est censée être compétente, elle raconte n'importe quoi. Donc je vous raconte même pas. Mais vraiment, la Cour des comptes, c'est juste pas possible. Qui s'occupe des comptes publics, il y a déjà bien assez à faire, je pense, et qui s'occupe pas de parler d'agronomie et d'environnement sur lesquels ils ne connaissent rien. Ce qui m'amuse, c'est qu'on demande de la transparence par rapport aux rencontres des lobbyistes, des plaidoyers d'ONG, aux députés, aux ministres et tout ça, et c'est normal. Les seuls organismes qui n'ont aucune transparence et aucun compte à rendre sur qui ils rencontrent, c'est la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Eux, ils peuvent rencontrer n'importe qui. Et les ONG, ils font leur siège en permanence, les responsables de plaidoyer, leur bourre le crâne à longueur d'année, et on a des rapports comme ça qui sortent de on ne sait où. Vous allez répondre dans un instant, Alexis Poulain, et puis Jacques Miard aussi qui a réagi. Pour l'instant, c'est une petite page de pub, et on revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio. Alors Alexis Poulain, vous vouliez réagir à ce que disait à l'instant Jean-Baptiste Moreau? Oui, parce que merci d'avoir parlé de ce rapport. Moi, ça m'a fait bondir quand j'ai découvert ça hier. J'en ai parlé dans la revue de presse du Monde Moderne, parce que on a là tout ce qui va pas en fait dans la technostructure française. C'est-à-dire la Cour des comptes qui s'intéresse à l'élevage sur des fallacieux prétextes de changement climatique, puisque ce seraient les émissions de méthane
méthane de l'élevage et le poids carbone de l'élevage. Et c'est des Français, donc des gens qui ont sans doute fait des grandes écoles comme l'ENA, qui sont payés avec nos impôts pour flinguer une des filières d'excellence et qui permet d'avoir une certaine souveraineté alimentaire. Il y avait à une époque un président qui s'appelait Jacques Chirac qui parlait de l'arme verte en disant que c'était très important pour la France d'avoir cette souveraineté alimentaire. Depuis, ça a été mis à la poubelle. La PAC est arrivée. En viande bovine, on n'est même plus autonome. On importe aujourd'hui, on n'est plus qu'à 90% de ce qu'on consomme. Et tout ce qui ne sera pas produit de toute façon en France par les élevages français sera importé. Donc ça n'a aucun sens. Et l'import de viande, en termes climatiques et d'impact carbone, je pense que c'est pire que l'élevage local. Oui, absolument. On va avancer, Jacques Miard. On va passer à votre... Écoute, moi, je félicite Jean-Baptiste pour ce coup de cœur à nos agriculteurs. L'agriculture est une force de la France et il est hors de question de la clouer au pilori comme cela vient d'être fait. J'ajoute une chose, c'est que lorsqu'on manie bien sûr le CO2, on se fout dedans parce que 90% des émissions de CO2 proviennent des mers, des océans au niveau des tropiques et pas du cul des vaches. Hein. Il faut arrêter les conneries. Or, quand vous prenez, et là je vais faire un exemple, le SDRIF, le porté à connaissance de l'État sur le SDRIF de la région Île-de-France, ils prétendent effectivement que la température va augmenter de 4 degrés d'ici la fin du siècle, c'est du baratin. Oui. Bon. Toutes les études montrent aujourd'hui très clairement par des scientifiques que c'est de la manipulation. Donc, quand on continuera à rester, je dirais, dans l'idéologie écologiste, parce que c'est un fonds de commerce, eh bien, on va dans le mur. C'est une religion écologique. Et ces gens-là vont très loin. Et on a déjà vu qu'ils peuvent même être violents. La réalité, c'est qu'on ne peut pas débattre avec eux, malheureusement, parce qu'ils n'utilisent pas d'arguments rationnels. Ils sont vraiment dans l'idéologie pure. Ils sont prêts à dire n'importe quoi. Et typiquement sur l'agriculture et sur la viande, c'est détenir la vérité. Sur l'agriculture et sur la viande, ils nous expliquent tout et n'importe. Ils nous disent tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Puisqu'effectivement, si on ne produit plus de la nourriture en France, pour les Français, on va devoir l'importer. Le pari qu'ils font, ou ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils veulent que les Français mangent moins de viande. Voilà. Sauf qu'en fait, les Français, spoiler, ils veulent pouvoir manger de la viande. Ils ne veulent pas que des écolos leur disent arrêtez de manger de la viande. Et donc, on va devoir importer. Donc, c'est complètement stupide. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de donner autant de crédit à ces gens-là. Je pense qu'heureusement, ils ont suffisamment de luberlu chez eux pour faire en sorte que la majorité des Français ne se laissent pas avoir. Mais attention, ils ont un discours qui est très relayé et qui est mensonger. Jacques, oui, je voudrais revenir sur la question qu'a soulevée Samuel. Ce matin, prenez simplement, je dirais, le Figaro et les déclarations du Dupond-Moretti, c'est le problème des OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire. C'est une faillite. C'est une totale faillite de l'administration. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un carcan juridique. Et si on ne brise pas ce carcan juridique, c'est même pas la peine de parler de maîtrise des flux migratoires. Le carcan, c'est aussi les règles européennes et le fait que l'espace Schengen, c'est un fromage. Et des juges. Nous sommes dans un gouvernement des juges. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se voiler la face en disant c'est des positions d'extrême ou d'ailleurs. C'est faux. Nous l'avons fait, nous, depuis, je me souviens, en 2016, nous étions en train de regarder comment nous pouvions effectivement sortir de ce carcan des juges, notamment avec l'arrivée. Et Henri Guénaud, malheureusement, on s'en est éloigné à marche forcée. Largement. Jacques, vous aviez un coup de gueule, vous, contre le gouvernement. Étonnant. Eh ben, c'est la même chose. Je rejoins ce que je viens d'évoquer, à savoir qu'on a entendu ce grand ministre du SOP dire que, bien évidemment, en matière d'immigration, il ne fallait pas toucher à la réforme de la Constitution. Il a tout faux. Mais alors, tout faux. Si on ne rétablit pas la souveraineté du Parlement français sur un certain nombre de procédures, on va dans le mur. C'est l'article 66 de la Constitution qui oblige, lorsqu'on veut faire une OQTF, à avoir une procédure administrative, une procédure judiciaire, et qu'il y a pratiquement parfois des années et des années de procédure. C'est l'article 55 où on doit rétablir pour des lois qui sont votées après un traité
la supériorité de la loi française. Alors vous allez me dire, oh, c'est grave, il remet en cause la jurisprudence européenne. Mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Depuis quand la jurisprudence européenne serait le deus ex machina de la maîtrise des flux migratoires? Il faut rétablir effectivement la souveraineté juridique française et ça passe par une modification de la Constitution. Donc, ceux qui vont sortir de ce débat, s'il n'y a pas cette nécessité de mettre un terme au gouvernement des juges, c'est même pas la peine d'insister, on va dans le mur et ensuite vous allez vous étonner qu'il y a des réactions fortes. Oui, ça fait sourire Jean-Baptiste. Non, mais je vais faire mon macroniste de base, donc je vais faire l'unanimité sur ce plateau. Pas, Jean-Baptiste, c'est très mauvais. Je suis sûr. Non, mais globalement, je voudrais parler face aux vagues migratoires qui se préparent, notamment avec le changement climatique, où on va avoir des pays qui vont devenir inhabitables. Hein, parce que contrairement à ce que j'entends aussi parfois sur les réseaux sociaux, je suis pas climato-sceptique, je suis bien conscience du réchauffement climatique et il arrive et il va être dramatique dans un certain nombre de pays, en France aussi, mais dans d'autres pays avant la France. Et donc et avant l'Europe même. Donc les vagues migratoires, elles vont être énormes. Si on n'a pas une politique ferme européenne, je veux dire, expliquer que nous, les Français, que les Italiens, que les Anglais tout seuls vont arriver à faire face à cette vague migratoire, c'est juste du pipeau intégral. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, chaque pays, de façon indépendant, n'a pas les moyens de lutter contre cette vague migratoire. Par contre, il faut une vraie politique européenne de l'immigration avec des vrais moyens et une vraie fermeté. Je suis désolé, mais je pense que les Européens sont pas plus idiots que les Français et ils voient bien le défi et les problématiques qui sont devant eux. Vous parlez aux Polonais, vous parlez aux Roumains, vous parlez aux Hongrois, vous parlez aux Allemands, mais même les Allemands. Les Allemands en sont conscients. Il y aura pas d'unanimité. La réalité, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien s'entendre entre pays européens, et c'est ce qu'on souhaite, évidemment, chez Reconquête. Notamment, on voit ce qui se passe en Italie en ce moment, pour stopper l'immigration qui arrive en Europe en général, mais ça n'empêche pas qu'on change la loi en France, parce que les Français s'en rendent bien compte. Éric Zemmour en a beaucoup parlé pendant sa campagne présidentielle. On a des lois totalement délirantes et permissives sur l'immigration. On peut même pas expulser les gens qui sont délinquants ou criminels chez nous, des délinquants et des criminels étrangers, alors qu'il y en a énormément dans nos prisons, que ça coûte une fortune aux Français. On peut changer ça. Et si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est qu'il est possible de changer les choses. Et on a le droit de le faire, en fait. La souveraineté est aux Français. Si les pays ne veulent pas les reprendre, ça se passe dans de nombreux cas. Merci de parler de ça. On voit ce qui se passe avec les Comores et Mayotte. Mais la France, on est quoi comme pays? Non, mais sérieusement. Sérieusement, on a été une très grande puissance, on est encore une grande puissance, on est respecté par nos alliés européens, les États-Unis, on parle avec le Japon, on discute avec les grandes nations du monde, avec l'Inde, avec la Chine, etc. Et à chaque fois qu'on voudrait expulser quelques délinquants, on ne pourrait pas faire en sorte d'expulser les délinquants. Je rappelle quand même que la France dépense énormément d'argent public, vos impôts, pour de l'aide au développement dans de nombreux pays, mais... Vous voulez pas reprendre vos délinquants et criminels étrangers, vos ressortissants? On coupe tout. On coupe tout. Jacques Miard. Oui, je voudrais vous dire une chose. Oui. Je rejoins sur un point ce que dit Jean-Baptiste, à savoir qu'il faut essayer de trouver une solution au niveau européen. Le seul problème, c'est que la vision à ce propos est totalement différente. L'Allemagne, elle joue les marchands d'esclaves. Elle n'a aucune démographie et donc elle laisse entrer, on l'a vu, 800 000 Turcs, etc. Elle va s'en mordre les doigts tôt ou tard. Mais c'est comme ça. Elle s'en mord déjà les doigts. Le problème, c'est qu'il faut briser l'appel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous ces peuples en Afrique et ailleurs constatent que s'ils rentrent dans l'Union européenne, tôt ou tard, ils seront admis d'une manière ou d'une autre. Et donc, cet appel, il faut au niveau européen dire, si vous entrez, vous ne viendrez pas, de manière à maîtriser. Et ensuite, il faut remettre en cause un certain nombre de règlements. Un émigré qui va entrer en Allemagne, par exemple, il va pouvoir se balader dans toute l'Union européenne. Et ça, c'est pas admissible. Donc, il y a un moment, il faut reprendre la maîtrise des flux migratoires à chaque frontière intérieure. Non, ça, c'est un leurre. Ça, on n'y arrivera pas. Il ne pourra pas y avoir efficace de toute façon. Il s'agit de les maîtriser. Pour terminer là-dessus, il faut bien avoir conscience que ces immigrationnistes qui se présentent comme des humanistes font tout le contraire. La réalité, c'est qu'ils mentent. Ils mentent à tous ces gens qui viennent. Ils mentent à ces Africains, à ces Pakistanais, à ces Afghans. Non, vous ne trouverez pas le bonheur en Europe. Non, ça ne va pas bien se passer pour vous. Les pays sont en train de s'appauvrir. Les pays sont en train de s'appauvrir. Et en même temps, on est en train, et surtout je pense d'abord aux Français, parce que je suis français,
Et en faisant cela, ils tirent à la baisse les salaires des Français. Et je ne parle même pas des conditions sociales, des conséquences sociales, des conséquences culturelles qu'on connaît tous. La réalité, c'est que ça ne peut pas durer plus longtemps. Les Français très massivement, je termine là-dessus, les Français très massivement sont opposés à l'immigration telle qu'on la vit aujourd'hui. On peut la stopper, l'immigration illégale, évidemment. Et l'immigration légale, disons stop maintenant, d'autres pays le font. Même, on parlait de l'Allemagne, même il y a des Allemands qui sont en train de sonner l'alerte chez eux, parce qu'ils ont bien vu ce que ça faisait. En Suède, au Danemark, en Hongrie, il faut arrêter avec l'immigration. La plupart des Européens sont d'accord. Arrêtons maintenant. Et visiblement, le gouvernement est un peu gêné aux entournures. Un tout petit mot. Un mot, parce qu'il y a des élections en Turquie actuellement, et le sujet de l'immigration est clé, parce que l'Union européenne a délégué à la Turquie le flux migratoire, et le cas des Syriens notamment a été au cœur de la campagne. Donc c'est un sujet qui va au-delà des pays européens, et il n'y a pas de volonté politique. Enfin, ça fait longtemps qu'on voit ce sujet-là sur la table. Il n'y a pas de volonté de se mettre d'accord, et puis il n'y a pas de moyens. Frontex, ça reste une garde de papier. Il faut réformer Schengen. Il y a Schengen, et il y a les moyens de Frontex, et il y a aussi toute cette délégation. C'est fini. Allez, 9h28 sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant avec vous pour commenter l'actualité. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bon, vos coups de cœur, vos coups de gueule sont tellement intéressants que ça nous prend du temps sur les débats prévus, mais ça nous amène justement sur des sujets qui sont peut-être un petit peu différents de ce qu'on peut entendre. Alexis, vous avez relevé, vous, dans l'information, à propos des Jeux Olympiques, une innovation de la mairie de Paris. Encore une innovation de la mairie de Paris. Alors, c'est une info de l'Obs qui nous explique que, à l'approche des JO, la mairie de Paris est en train de préparer un plan pour exfiltrer les SDF et les migrants dans des villes de province comme Besançon ou ailleurs, et des sas, comme ils les appellent, sont en train d'être mis en place pour accueillir donc toute la misère de la capitale, pour que les touristes et les amateurs de sport qui vont venir pendant les Jeux Olympiques ne soient pas importunés par une mauvaise image de la capitale. Alors quand on vit à Paris, on sait que non, il y a beaucoup de gens dans la rue, il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de travaux aussi, c'est quand même une ville qui est en travaux permanents. Donc c'est encore une mesure Potemkin d'une certaine façon, pour montrer bien qu'il n'y a pas de volonté politique, puisque s'il y avait une volonté politique, on pourrait peut-être trouver des logements. Mais là, ça se fait un peu en douce. Moi, on en parle justement. Info à vérifier. Quelqu'un à la préfecture de police de Paris m'avait expliqué qu'on leur a demandé de vider les hôtels justement qui accueillent les migrants dont on parlait tout à l'heure, et de les exfiltrer vers la banlieue pour libérer ces hôtels, les réhabiliter et pouvoir les louer pendant les Jeux Olympiques. Évidemment que la France a tout intérêt à montrer la plus belle image d'elle-même pendant ces JO. Évidemment, mais ça n'empêche pas que ces procédés typiques de village Potemkin, où en fait on cache le réel pendant un moment. On cache la misère. C'est un peu ce qui se passe dans les pays du tiers-monde aussi. Quand le roi débarque. C'est complètement délirant. C'est-à-dire qu'en fait les Français devraient supporter la situation actuelle le reste du temps, de l'année, puis des années à venir. Mais pendant qu'il y a les JO, on cache tout. Enfin, on est un État totalitaire ou quoi? C'est une méthode soviétique. Non mais c'est Jacques Mire m'enlève les mots de la bouche, moi qui viens de la gauche. Non mais c'est tout à fait l'hypocrisie traditionnelle des bobos gauchos, écolos parisiens, globalement, qui cachez-moi cette misère que je ne saurais voir, qui font des grandes leçons de morale, qui commencent surtout à pas s'appliquer à eux-mêmes. Je sais pas si Paris est en travaux. Paris a des barrières, ça c'est sûr. Il y a des barrières partout. Ça, il y a des barrières. Il y a souvent des barrières sans aucun travaux pendant des mois, et d'un seul coup il y a un tractopelle qui arrive. Enfin, c'est du grand délire. Si c'était géré au niveau des départements, des régions, comme c'est géré dans Paris, les travaux au niveau de, ça serait une catastrophe partout. J'ai un exemple très concret pour les gens, pour les auditeurs de Sud Radio. Pour les auditeurs de Sud Radio, j'ai un exemple très concret. J'ai près de chez moi, donc j'habite à Paris, j'ai près de chez moi un escalier qui est en travaux. Il doit avoir 15 marches, qui est en travaux depuis un an. Depuis un an. Et les gens sont obligés de faire un détour énorme dans un ensemble d'immeubles, simplement parce qu'ils ne peuvent pas prendre cet escalier. Mais c'est compliqué de faire un escalier. Mais je sais pas, à côté de la maison de la radio, pas très loin d'où nous sommes, il y a des travaux sous le pont de Grenelle. Le pont, depuis pratiquement un an, et il n'y a pas d'ouvriers, il y a des barrières qui sont posées là. Les quais de Seine, c'est une horreur absolue. Enfin, on parle de Paris, mais c'est monstrueux. Bon, on a beaucoup d'auditeurs. C'est une ville sinistrée. Elle en restera. Et je crains le pire pour les Jeux Olympiques. Oui, ça risque d'être compliqué. Alors moi, je voudrais faire un coup de cœur, une fois n'est pas coutume, pour le professeur Raoult. Professeur Raoult, qui, écoutez ce qu'il a dit hier.
on trouve aussi que les gens qui sont vaccinés, parmi la moitié chez qui nous avions sur 15 000 personnes sur qui nous avions toutes les données, meurent moins que ceux qui ne sont pas vaccinés. Voilà, alors j'ai pas eu les moyens ce matin de retrouver toutes les déclarations audio du professeur Raoult, mais il avait dit il y a quelque temps, nous sommes quasiment 10 milliards de vaccins inoculés dans le monde, il n'y a jamais eu autant de cas, donc ils disent c'est un vaccin qui ne marche absolument pas. Il avait dit, je suis d'accord avec Bill Gates pour une fois, pour admettre que le vaccin est un échec. Je sais pas, j'attends les auditeurs qui vont ne pas manquer. C'est pas un échec pour tout le monde qui se sont servis au passage. Oui, mais ça a sauvé des vies. Je suis d'accord, mais ça a sauvé des vies malgré tout. Et les gens qui sont dans les hôpitaux, les médecins vous disent quand même que les gens qui sont eu en réanimation étaient des gens non vaccinés. Voilà, c'était mon... Je pense que ce qu'on va retenir sur toute cette période Covid dans les années à venir, c'est les questions de gestion de la liberté. Parce qu'à mon avis, sur le long terme, ça va être le plus important, parce qu'il y a des choix très différents qui ont été faits dans les différentes nations du monde, et ça va être intéressant de voir quelles ont été les conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme, parce que ça laisse ce qui a été choisi en France, qui peut être critiquable assez largement, eh bien, ça a des conséquences sur l'économie, évidemment, sur la vie de tous les jours, et des conséquences psychiques qui ont déjà été notées. Voilà, ça, à mon avis, ça va être le sujet central dans les années à venir. Il faut temporiser à ce propos, parce que, lorsque nous, en tant que maire, nous devons admettre des enfants dans les crèches, ils doivent être vaccinés. C'est une obligation. Bien sûr. Lorsque nous prenons la voiture, désormais, nous mettons la ceinture de sécurité. Donc, il ne faut pas non plus, je dirais, juger ça uniquement par rapport à la liberté individuelle. Il y a aussi une liberté collective qui dépend de chacun d'entre nous. Il y a l'intérêt général qui n'est pas toujours la somme des intérêts individuels. Je me suis mal fait comprendre. La question, c'est celle de l'équilibre, justement. De l'équilibre. Et comme il y a des choix différents qui ont été faits dans le monde, je pense qu'avec les données qu'on a maintenant, on pourra... C'est important. C'est important parce qu'on ne peut pas... enfermer les gens chez eux durablement. On a vu l'exemple extrême de la Chine où c'est devenu évidemment on n'est pas la Chine, heureusement, mais c'était délirant, et du coup on peut voir des pays qui ont été beaucoup plus libéraux de certaines manières comme la Suède sur le sujet, et c'est intéressant de voir les différents cas. Globalement, la France n'est pas le pays qui se sort plus mal de cette crise Covid, que ce soit équonomiquement. Après, les cas de décompensation psychologique et psychiatrique, oui, ça existe effectivement, et il faudra peut-être se poser la question. Je suis pas sûr que ce soit lié aux restrictions de liberté, mais plus au contexte et au climat anxiogène autour du Covid qu'autre chose, mais je suis pas psychiatre encore une fois. Mais par contre, au niveau économique, on peut dire que quand même les choses ont été plutôt bien faites, et globalement la France a su plutôt bien rebondir derrière le Covid par rapport aux autres pays européens et dans le monde. Je vous propose peut-être qu'on marque une toute petite page de publicité. On va revenir avec la violence contre les élus. On aura plus de temps sans être interrompu pour parler de ce sujet. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On parle, oui, de la violence contre les élus, puisque effectivement le gouvernement réfléchit à plus de protection, mais ce qu'on se disait pendant la publicité, c'est la violence en général dans la société qui est en forte augmentation, et cette violence liée aussi à un défi face à l'autorité, un non-respect de l'autorité. Alors Jacques Miard, vous êtes maire, vous êtes un élu, vous sentez le pouls de la population, de votre population, encore que Maisons-Laffitte soit pas une ville personne n'ose se mesurer à Jacques Miard. Mais sur le dis souvent, l'ordre règne à Maisons-Laffitte. Oui, bien sûr. Mais cela étant, j'ai reçu, et il y a eu une réaction très vive du parquet, un jour une menace de mort à mon domicile, en disant on te connaît, etc. Bon, oui, moi aussi, ça m'a rien donné, mais enfin, pour l'instant, en dehors de quelques altercations de quelqu'un qui vous insulte dans la rue, ça arrive, je dirais, restons calmes. Mais ce qui est clair, c'est que c'est pas nouveau cette affaire-là, et que c'est toujours, je dirais, aujourd'hui la suite d'un laxisme qui a des racines anciennes. Et ça a été, je dirais, c'est une comète qui se poursuit. Et donc, il y a un moment, il faut reprendre, c'est un problème d'autorité, ça a commencé avec la remise en cause de l'autorité des professeurs dans les écoles, les parents qui ont parfois giflé des professeurs et les a agressés. Ça se poursuit aujourd'hui avec les élus. Il est temps de remettre la pyramide sur ses bases.
Oui, est-ce que c'est pas foutu? Je suis un peu pessimiste, Alexis. Mais cela étant, non, mais attends, je vais au bout. Et là, il faut bien sûr que l'État prenne ses responsabilités et que l'on regarde aussi la réalité. C'est qu'aujourd'hui, lorsque les policiers sont effectivement malmenés, insultés, tués même, et qu'on leur tire dessus à balles, parfois avec des objets qui peuvent tuer, avec des jets non seulement de Molotov, mais aussi des boules et autres choses. Donc il y a un moment, il faut rétablir l'autorité et c'est urgent. Et ça, il ne faut pas se tromper. Vous savez, je vais vous dire une chose. En 47-48, il y a eu des manifestations émeutes dans le nord de la France, fomentées notamment par le Parti communiste. Le Percueil, dont on disait qu'il était un mou, eh bien, il convoque à ce moment-là le préfet et il lui dit « vous allez me rétablir l'ordre ». Et l'autre, il lui dit « par tous les moyens ». Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, effectivement, le préfet lui a dit « je veux un ordre écrit ». Le Percueil l'a signé, l'ordre écrit. Ouais. Eh bien, il y a eu des morts, mais ça s'est arrêté. Donc, si on ne donne pas l'autorisation lorsqu'il y a des manifestations, je dirais, contre les forces de police de rétablir l'ordre, ça continuera et on dira, on prend toujours, l'autre passé, on prend le parti pris des bad blocs, etc. Il y a un moment, il faut rétablir l'ordre et ça se fait avec l'emploi de la force légale. Alors, Alexis. Oui, non, mais il y a deux choses. Il y a la violence dans la société, et celle-là, c'est pas avec des forces de police qu'on va faire quoi que ce soit, malheureusement. Un rapport violent à l'autre. Et puis, il y a le problème de la psychiatrie, puisque le drame de cette infirmière, c'est quoi? C'est que cette personne n'avait rien à faire libre en dehors, puisqu'il avait déjà attaqué au couteau, etc. Non, mais c'est important, parce que le nombre de gens qui n'ont pas de place parce que la psychiatrie est en ruine en France et que donc ils sont dans la rue dangereux pour eux-mêmes et pour les autres, c'est pas anodin. Ensuite, la violence, oui, elle est endémique, elle est partout. Le non-respect de l'autorité, on le voit, c'est systématique et ça va très loin parce que ça va aussi avec, au-delà des incivilités, mais on voit tous les jeunes délinquants qui savent très bien que de toute façon, il n'y a pas non plus de place en prison. Donc, à partir du moment où ils sont pris une fois, deux fois, trois fois, éventuellement, ils feront 3 mois dans le meilleur des cas, mais sinon, c'est un blanc-seing pour continuer et dire il n'y a pas les moyens non plus. Donc, au-delà des ordres, c'est quels sont les moyens qu'on donne à la société pour résorber ces poches de violence. Aujourd'hui, je vois pas de moyens mis sur la table, ni de volonté politique. Alors, on fait quoi, Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Attendez, Jacques Mérin, une réaction, puis après Samuel. Rapidement, Jacques. Oui, rapidement. Sur l'affaire de la psychiatrie, il faut que vous sachiez qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui fait qu'on ne peut pas mettre, je dirais, dans un hôpital psychiatrique, faire notamment une hospitalisation d'office sans l'intervention du juge. Et quand vous les envoyez, parce que moi je connais des cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'attitude des psychiatres, c'est de relâcher le plus rapidement les gens. Non seulement parce qu'ils ont un problème d'effectif, mais parce qu'ils sont dans une optique où il vaut mieux les mettre dans, je dirais, on n'enferme pas les gens. Mais il y a des moments, il faut enfermer les gens. Oui. Mais ça fait partie du débat. Il y a un problème majeur. Alors, Samuel Lafont. Alors, il y a manifestement une augmentation de la violence dans notre société, évidemment de la délinquance, de la criminalité, mais avant tout ça, il y a entre les gens, on voit qu'il y a de plus en plus de rapports conflictuels. Il faut le dire. Le fait est qu'on a évidemment, et malheureusement, même s'il y a encore des gens qui le nient dans ce pays, une explosion de la délinquance et de la criminalité. En ce qui concerne l'autorité de l'État, il est vrai que l'État semble ne plus avoir d'autorité. De toute manière, il ne montre pas son autorité, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'il s'agit de parler, d'échanger avec des États étrangers, vu que systématiquement on se fait ridiculiser, on s'est encore fait ridiculiser malheureusement avec les Comores. Le fait est qu'on parlait de plusieurs représentants de l'autorité. On va prendre les enseignants, les policiers, les pompiers par exemple, il y a aussi les élus. Les enseignants. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire Samuel Paty, malheureusement. On sait qu'il y a des enseignants qui sont menacés systématiquement. On a vu encore un enseignant récemment, il y a une vidéo qui fait le buzz sur Internet, se faire agresser par un élève parce que l'élève considère qu'il a eu une mauvaise note. On sait très bien, à gauche comme à droite, il y a même des professeurs qui sont syndiqués à gauche qui vous le disent, on sait très bien qu'ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si quelqu'un les insulte, les menace ou les agresse, on dit, vous ne faites rien, c'est l'omerta complète. Pas de vague,
vous vous rappelez, il y avait une mobilisation sur pas de vague. On leur dit, ne faites rien. Le problème, c'est que ces enseignants-là, et c'est aussi pour ça qu'on a une perte de vocation, ces enseignants-là, leur boulot, c'est pas de faire la police, c'est pas d'être gardien de prison, c'est pas de se battre ou de faire du MMA avec des élèves. La réalité, c'est qu'ils devraient avoir une autorité, mais personne ne les soutient dans leur autorité. Ils vont pas être seuls, il faut être très concret. Ils vont pas être seuls contre 25 ou 30 élèves qui... Pas tous, évidemment, mais une partie d'entre eux veulent être agressifs vis-à-vis des professeurs pour gérer cette classe. Ce n'est pas possible. Avec les policiers, on voit très bien ce qui se passe. Le problème, c'est que comme ils viennent de la justice, comme la justice est extrêmement lente, on le sait quand on compare à d'autres pays européens, comme on a énormément de juges qui préfèrent ne pas condamner, souvent par idéologie, comme en plus on manque de places de prison et qu'on ne veut pas en construire et qu'on ne veut pas expulser des délinquants étrangers et criminels qui prennent beaucoup de place dans nos prisons, malheureusement, ces délinquants et criminels savent très bien qu'ils ont très peu de chances d'aller en prison, donc ils peuvent très bien mettre le bazar dans la société, et y compris lorsqu'ils vont être arrêtés ou lorsqu'ils sont confrontés à des policiers ou à des gendarmes, les attaquer. Et le problème, c'est que c'est devenu de plus en plus normal. Il y a quelques années, juste je termine là-dessus, je rappelle qu'il y a quelques années, il était inenvisageable qu'on voit des vidéos de policiers ou de gendarmes se faire attaquer. Maintenant, c'est quasiment tous les jours qu'on les voit se faire insulter, traiter de tous les noms, se faire attaquer chez eux. Là, je pense chez moi à Nîmes. À Nîmes, il y a un pasteur étranger qui vient de se faire agresser, qui est peut-être entre la vie et la mort, parce que des délinquants l'ont pris pour un policier en civil. Voilà, ils ont pensé que c'était un flic. Donc, dans leur esprit, comme c'était un policier en civil, alors que c'était pas un policier en civil, ils pouvaient le massacrer. Et là, on en est là, et ça a évolué très vite en quelques années. Je termine là-dessus, tout est question, avant tout, de volonté politique. Oui, on peut changer les choses. Oui, on a un problème en termes de condamnation dans ce pays. Oui, on a un problème en termes de justice. Et si on ne règle pas le problème au bout de la justice, eh bien, il n'y a plus d'autorité qui peut être respectée. Non, je vais pas être très original, mais c'est vrai que je vois un projet de loi qui semble vouloir se préparer sur la violence contre les élus. Je pense que c'est vraiment se parler à l'entre-soi et regarder le problème par le petit bout de la lorgnette. Le problème, il est de la violence et du non-respect de l'autorité en général, et de la violence vers tout ce qui représente l'autorité, que ce soit un pompier, que ce soit un gendarme, que ce soit un professeur, que ce soit un élu, peu importe. À la limite, même ceux qui attaquent savent même pas vraiment à qui ils s'attaquent, du moment que c'est un dépositaire de l'autorité et que c'est quelqu'un qui est censé représenter l'ordre républicain. Et donc, je veux dire, faire un texte sur la violence contre les élus, on résoudra pas grand-chose de fait. Enfin, je veux dire, voilà, ils vont aller s'attaquer aux pompiers, ou de toute façon, c'est pas parce qu'ils auront une peine supplémentaire parce qu'ils s'attaquent à un élu qu'ils vont dire bah non, finalement je vais pas le faire. Enfin, je veux dire, tu fais des progrès, Jean-Baptiste, hein. tu vois, mais je suis encore jeune, j'ai encore des marges de progression très importantes. Continue. Tu vas te rallier à nous. Mais cette violence, elle est partout dans la société. Oui, elle gangrène la société globalement. On le voit dans les réactions parfois de certains de nos auditeurs, et encore ils sont très gentils. Mais les réseaux sociaux, ça décomplexe totalement. C'est très violent. Ça peut aller très loin. Il faut ajouter quelque chose, c'est que l'autorité doit être crédible. Et que l'autorité doit être, je dirais, pas soupçonnée d'être soupçonnable. C'est ça aussi le problème. Et là, il y a eu un problème. Je l'ai dit, lorsque on fait voter les Français et qu'ensuite on reprend quasiment les mêmes textes, alors que le premier texte a été rejeté par référendum et que derrière on reprend quelque chose, on décrédibilise l'autorité. Juste un élément sur les réseaux sociaux, parce que la violence ne vient pas d'Internet et des réseaux sociaux. Elle se fait l'écho de ce qui se passe dans la société, et donc il y a des gens qui s'expriment, et peut-être plus violemment qu'il y a quelques décennies, certainement, et on le voit aussi au quotidien. Moi je rappelle toujours la même chose, c'est qu'on entend des lycéens maintenant qui sont habitués de voir des vidéos de massacres de certains de leurs copains qui se font taper dessus par 10 ou 15 personnes, ou se faire attaquer au couteau. Il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Il y a 10-15 ans, 20 ans, on parlait juste de raquettes. Juste sur les réseaux sociaux, pour terminer, en France, par exemple, pour dire que c'est pas la faute des réseaux sociaux. En France, on voit plein d'échanges parfois qui peuvent être, et même des menaces de mort. Au Japon, typiquement sur Twitter. Twitter est tout à fait différent au Japon. C'est plutôt un endroit où les gens s'envoient des astuces. Et le climat est beaucoup plus serein. C'est-à-dire que le problème ne vient pas des réseaux sociaux, parce que pendant des années, je sais bien que c'était pas le propos du plateau, mais on accusait les réseaux sociaux de la violence. La réalité, c'est que c'est juste un écho de ce qui se passe dans la société, et qu'effectivement, on a la violence et l'agressivité qui est de plus en plus présente dans notre société. Sur les élus, Jean-Baptiste Moreau, vous avez une position un petit peu plus nuancée en disant qu'ils tirent un peu la couverture à eux, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est que je trouve que, enfin voilà, c'est un peu de l'entre-soi et on se regarde un peu le nombril, quoi. Il y a eu des violences. Oui, mais évidemment, j'ai été député, j'ai reçu des menaces de mort, je me suis fait
été aussi pris un certain nombre d'insultes en face en vis-à-vis, voilà. Mais ça a existé un peu de tout temps. Enfin, je veux dire, les débats à l'Assemblée nationale, ils ont été de tout temps un peu violents. C'est qu'aujourd'hui, ils trouvent un écho différent. Mais enfin, de l'époque de Jaurès, je pense pas que c'était beaucoup plus calme à l'Assemblée nationale que ça l'est aujourd'hui. Globalement, c'était même sans doute pire parce qu'ils en venaient même aux mains parfois. Donc voilà. Mais ce qui est pas bien pour autant. Mais globalement, c'est vraiment une perte de ce qui fait l'autorité, et raisonner ça uniquement par rapport aux élus. Voilà, on se parle entre nos mondes politico-médiatiques, mais globalement, les Français, ce qu'ils attendent, c'est la violence de tous les jours. C'est pas que la violence. Jean-Baptiste a raison sur les problèmes de l'Assemblée. Cicéron disait: les sénateurs sont des hommes sages, mais le Sénat est une sale bête. Pourquoi ? Parce qu'il y a des phénomènes où ils en viennent effectivement à l'affrontement. Ça c'est normal. Moi, j'ai vu un jour Mazot descendre des travées et aller dire à Jospin, parce qu'il avait dit que la droite avait été anti-Dreyfusarde, je vais vous foutre mon poing dans la gueule. Bon, ça s'est calmé rapidement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas traiter le problème de la violence uniquement à travers la violence envers les élus. Ça, c'est vrai. On ne la résoudra pas. Il y a un vrai risque de déconnexion, à nouveau, parce que si les Français entendent des élus se dire, en tant qu'élu particulièrement agressé, dire, et moi qui me fais cambrioler, et moi qui ai mes enfants qui sont attaqués, il y a un vrai risque, il faut faire attention à ça, et j'appelle les élus c'est ce que j'ai voulu dire à faire attention à ça. Oui, à mon avis, c'est très clair, on est d'accord sur ce plateau. Il faut faire en sorte qu'on s'occupe de la violence du quotidien qui touche tous les Français. Et des plus vulnérables. Ouais. Dans le prolongement de cette violence, il y a l'augmentation des assassinats, des meurtres entre bandes, que ce soit à Marseille ou hier, là je vois dans l'agglomération de Valence, un jeune homme tué par balle, le 4e homicide en 15 jours à Valence. On parle de Marseille, mais... À côté de chez moi, parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est une épidémie de trafic de drogue sur tout le territoire. La politique de Gérald Darmanin du point de deal, c'est un échec. Non, mais ce qui se passe surtout, c'est que ce qui se passe surtout, attendez, laissez terminer peut-être Alexis. Là, on voit des villes, des petites villes en province qui se retrouvent au cœur de règlements de compte pour des affaires de trafic de drogue. Donc, et regardez le nombre d'affaires là qui sortent sur les accidents de voiture avec des conducteurs sous l'empire de stupéfiants. Enfin, c'est un vrai problème. Avec la violence, vous avez aussi le problème de la drogue et de son trafic dans notre pays. Et c'est pas en attaquant les points de deal qu'on va arriver à sortir. Effectivement, et là je vais perdre des points dans le cœur de Jacques Miard, je suis sûr. De toute façon, tant qu'on sera dans cette politique totalement prohibitive vis-à-vis du cannabis, on ne fera que stimuler les gangs, les trafics et les mafias. C'est ce qui s'est toujours fait à travers l'histoire, c'est ce qui s'est fait partout. Quand on a un trafic aussi massif... Attends, Jacques, laisse-moi finir. Tant qu'on a une consommation aussi massive et un chiffre d'affaires aussi important sur le cannabis, on n'a pas de politique de prévention, on n'a pas de politique de lutte, on peut toujours démanteler des points de deal, on peut démanteler des réseaux, mais ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a la guerre entre 2 autres ou 3 autres réseaux qui sont en train de se constituer pour prendre la maîtrise. Et donc il y a des morts. De toute façon, tant qu'on sera dans cette politique prohibitive, on aura des morts, on aura une inefficacité totale de la politique de lutte contre la consommation de drogue. Il faut sortir de ce logiciel. Non, je suis dans le pragmatisme et dans le fait d'avoir écouté l'ensemble des acteurs sur ce domaine. J'ai fait plus de 100 auditions sur le domaine de la drogue et de la consommation de cannabis. C'est vraiment purement objectif. Alors attends, il y a ça, donc il y a effectivement l'ampleur du trafic, et puis il y a le déni des élus. Moi je me rappelle de l'épisode des Tchétchènes à Dijon, où il y avait des vidéos, on voyait les armes de guerre sortir, des dealers locaux pour dire on va vous faire la peau les Tchétchènes, et le maire de Dijon qui disait non mais j'ai pas vu d'armes, et la paix entre gangs qui se fait à la mosquée, pas à la mairie. Ça c'était il y a 1 an, 2 ans, je sais pas, enfin il y a pas si longtemps que ça. Donc on est allé chercher un imam pour faire la paix. Oui. Mais je sais pas comment, effectivement, quelle est la solution. J'entendais que la légalisation est une erreur. C'est une utopie. Mais vous légalisez quoi, la cocaïne aussi? Non, le cannabis. Le cannabis, vous privez 80%, vous privez les trafics de 80% de leurs ressources. Oui, ça change tout. Et vos policiers, ils sont beaucoup plus efficaces dans la lutte contre les trafics. Que là où ça a été légalisé, ça a marché partout au Canada notamment. Développé un trafic absolument hyper.
Mais non, c'est faux, c'est faux. Au Canada, on est à 40% du trafic actuel. Mais non, mais ça, c'est la réalité. On a auditionné les gouverneurs de... Salonard. La réalité, c'est pourquoi on en vient aujourd'hui, certains en viennent aujourd'hui à parler de la légalisation comme solution. Je pense que c'est une solution, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que c'est une solution de légaliser la drogue. C'est parce qu'en fait, pendant des années, on nous a expliqué que l'État, gouvernement de droite ou de gauche, lutter efficacement contre les trafics de drogue. Et la réalité, c'est que c'est faux. Ouais. Donc c'est pour ça que cet argument de la légalisation, ça sera jamais c'est parce qu'en fait, on n'a jamais. Il n'y a pas eu de volonté politique. Exactement. C'est ça. Il y a pas. Vous pouvez mettre 50 000 policiers de plus. Hormis du cosmétique. On a l'impression que les gens sont. On a l'impression que les gens risquent rien. On a l'impression qu'ils. Je reviens sur l'aspect pénal. On revient sur l'aspect pénal, pardon. Sur l'aspect pénal, ils sont quasiment pas condamnés. Et ben c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre, c'était passionnant. On se retrouve dans un instant avec un passionné de radio. Pour parler du allez, salut. Dictionnaire amoureux de la radio dans un instant avec Franck Lanoux. À tout de suite.